Salut à tous, aujourd'hui on va se refaire une vidéo où on va parler de 3 artistes et cette fois-ci on va parler de 3 artistes paysagistes et on va les voir sur Instagram. Ces 3 artistes, à nouveau, c'est des artistes vivants, parce que c'est cool de parler des morts, mais il y a aussi des vivants qui sont très forts. Bref, donc on va regarder ça. En plus, ce qui est cool, c'est que j'ai choisi 3 mecs qui ont vraiment des styles différents, histoire de pouvoir aussi comparer un petit peu les styles de chacun, et puis d'en parler un petit peu, de voir un petit peu, d'analyser un petit peu techniquement ce qu'ils font également. Juste avant, j'avais envie de vous présenter ma dernière petite peinture. Enfin, c'est pas vraiment la dernière, mais c'est une des dernières peintures que j'ai fait. J'en avais fait une petite vidéo, notamment sur la grisaille, sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, je la trouve vraiment cool. Et malheureusement, elle ne sera pas exposée à Paris, celle-ci, parce que j'ai fait d'autres choix. Deuxième mini truc, et après on passe au contenu de la vidéo. J'ai complètement zappé parce que je suis complètement à la ramasse, mais là c'était les promos Black Friday, et normalement quand on vend des trucs, on le fait. Donc vous avez un code promo de moins 30% sur toutes les formations, celles que vous désirez prendre, ou alors plusieurs formations si vous en avez envie, avec le code en retard, et vous avez directement le lien en description. Et merci d'avance à tous ceux qui prennent des formations, parce que ça m'aide à vivre, et puis ça paye du RSAV dans la foulée. Alors c'est parti, on va commencer avec Eric Coppel, que j'aime beaucoup. C'est un peintre qui m'a beaucoup influencé quand j'ai commencé à peindre. En fait, moi j'étais très fan de la Hudson River School, c'est les peintres paysagistes américains. Et ce gars-là, Eric Coppel, il prend un petit peu comment dirait-on, cet angle d'attaque du paysagisme, et il le fait, mais actuellement quoi. Et même si je suis un petit peu moins sensible à son travail à l'heure actuelle, à l'époque ça m'a vraiment beaucoup plu, mais c'est vrai que c'est très beau, c'est très féerique, il y a un côté très lumineux, il y a un côté très radieux, c'est vraiment typique de la Hudson River School. Il y a aussi beaucoup d'atmosphère, ça aussi c'est un truc assez typique. Le petit arc-en-ciel, etc. C'est du paysagisme romantique tonaliste. Tonaliste, ça veut dire qu'en fait, ils mettent la priorité sur les tonalités, les foncés et les clairs. Vous voyez que là, sur la peinture, on va sur des foncés qui sont très foncés et sur des clairs qui sont très clairs. Alors, on voit un petit peu de près grâce à ces petites vidéos, c'est assez intéressant. Donc c'est pas mal de touchettes avec des pinceaux un petit peu comme ça, très longs, on appelle ça des traînards, c'est des pinceaux pour faire des lignes normalement, mais lui il s'en sert pour faire des petites touches en fait, et ça fonctionne très bien. Donc lui en fait, il a une méthode où il va faire une base en fait qui va être assez colorée et assez, comment dirait-on, assez pastel, en peignant un petit peu la globalité de la peinture, en faisant des méthodes de chiffon, des méthodes d'essuyer, etc. Un petit peu comme je peux faire aussi moi dans mes lives. Et ensuite, petit à petit, il va rajouter des couleurs par glacis et par opacité éventuellement. Mais il y a vraiment un travail de construction des couches de peinture avec des glacis, donc avec des couches de peinture transparentes. C'est une approche qui est super agréable, c'est super sympa de peindre comme ça. Et ça apporte des résultats qui sont très atmosphériques. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu difficile à contrôler parce que voilà, les glacis, de façon générale, c'est dur à contrôler. Regardez ça, c'est vraiment hyper beau. On retombe dans le tonalisme, hein, c'est vraiment très puissant. On a vraiment toute la gamme du très foncé au très clair, en fait. Il y a vraiment tout le spectre des tonalités qui est sur la peinture, et ça, c'est typique des mouvements artistiques tonalistes. C'est vraiment très beau. La lumière, là, sur cette peinture en particulier, elle est vraiment super puissante. Et c'est incroyable de voir à quel point le reste de la lumière, à part l'horizon, en fait, tout le reste, c'est vraiment très foncé. Il y a beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'effets de perspective atmosphérique, il y a beaucoup d'effets de glacis, beaucoup d'effets de brume, etc. dans les peintures d'Eric Coppel. Alors on pourrait le faire sans glacis aussi, hein, mais en l'occurrence je sais que ce gars-là il bosse beaucoup avec des glacis. On va essayer de voir un truc un peu où il montre son process. Donc voilà, là typiquement on va voir la première couche d'une peinture à l'huile, et on voit que c'est quelque chose de très liquide, et petit à petit en fait il monte ses tonalités un petit peu comme un aquarelliste, il va dans les foncés petit à petit, tout en gardant en fait les zones qui vont être très lumineuses. Ça va souvent être simplement le blanc de la toile qui transparaît au travers de la peinture. Ça va pas forcément être de la peinture blanche qui est appliquée, ou de la peinture blanche ou bleu clair ou ce genre de truc, peu importe, mais ça va être vraiment aussi beaucoup des effets de transparence. Et c'est vrai que ça permet une subtilité dans la toile. Moi aussi je peins pas mal avec cette méthode en fait, parce que moi aussi je suis pas mal influencé par la Hudson River School. Donc là on est que sur des tonalités de terre, hein. On a probablement un truc genre de l'ocre jaune dans le ciel, et petit à petit au fur et à mesure qu'on se rapproche, on va plus vers les rouges pour avoir peut-être du terre de sienne brûlé, ce genre de truc. Et ensuite seulement dans un second temps, on applique les couleurs, parfois de façon opaque, parfois en glacis, parce qu'en fait, il n'y a pas nécessairement besoin de faire de l'opacité, et avec cette méthode, l'opacité n'est pas forcément le truc à faire, quoi. C'est pas forcément le Graal, on peut rester dans la transparence. Et là, on voit sur cette peinture un peu le premier plan, qui est très détaillé, avec plein de petites touchettes de couleurs, comme ça, c'est vraiment très beau. Et là, effectivement, c'est une de mes peintures préférées, qu'il a fait, parce que les couleurs, justement, sont pas trop chaude, on a quand même quelque chose d'assez froid dans la globalité, c'est assez réaliste. Et donc ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'il commence, parce que cette peinture il a certainement fait de la même manière, il commence vraiment avec quelque chose de transparent et de liquide, et petit à petit il construit ses contrastes grâce à des glacis, plus grâce à de la pâte opaque au besoin, et éventuellement sur le premier plan surtout, il va vraiment arriver avec de la pâte opaque, et voire même un petit peu des empattements au besoin. Donc c'est vraiment un travail de construction de couches, on va dire, vraiment un travail de construction couche par couche.
Et c'est bien, hein, ça fonctionne, c'est vraiment très très beau. C'est juste une méthode qui est un petit peu difficile à maîtriser. Celle-là aussi, elle est vraiment trop trop jolie. Les rouges sont vraiment très très beaux. Ce qui est sympa, c'est le côté mystérieux, un petit peu très très atmosphérique. Et ça, c'est dû à la méthode. Et la méthode employée, c'est les méthodes de transparence qui se superposent, etc. Et ça fait des fondus en fait entre les tonalités qui sont vraiment très très douces, très progressives. Et ça donne ce côté un petit peu enchanté, un petit peu féerique comme ça. Donc c'est un style de peinture indirect. On n'essaye pas de mettre directement la bonne teinte au bon endroit. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est très agréable de peindre comme ça parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la peinture, elle se révèle à nous. C'est pas comme si on avait un plan parfait à suivre. Là, c'est plutôt qu'on peint et petit à petit la peinture se révèle un petit peu à nous-mêmes. On sait où on va bien sûr, mais dans l'ensemble ça crée cette impression, c'est très agréable. Après le truc, et c'est là un petit peu le risque entre guillemets des glaçus, vous voyez là dans le ciel par exemple, il y a beaucoup de petites variations de orange, de bleu, et ça en fait ça va être, c'est un petit peu le problème avec toutes ces superpositions de couleurs qui sont à droite à gauche, c'est que ça crée en fait plein de petites variations, un petit peu comme des marbrures. C'est pas moche en soi, c'est pas un problème en soi, mais le truc c'est juste que c'est difficile à maîtriser parce qu'en fait, ces petites marbrures, on a du mal à anticiper. À chaque fois qu'on met une couleur transparente sur une autre couleur qui est transparente, ça va donner une teinte qui va être toujours un petit peu subtilement différente qu'on aurait pu l'anticiper. Et donc, au fur et à mesure des couches, ces trucs-là s'empilent en fait. Et donc, à la fin, on finit par avoir comme ça cet effet de marbrure où il y a tout un tas de plein de couleurs en fait qui se côtoient les unes aux autres. Et on peut apprécier l'effet. Mais moi, personnellement, ça fait partie des raisons pour lesquelles, avec le temps, je me suis un peu éloigné de la peinture comme ça, trop indirecte, trop en glacis, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu le foutoir en fait, et on comprend plus très très bien les tonalités qu'on cherche à avoir. C'est mon point de vue. Après, du coup, ça donne un côté très féerique, ça donne un côté un petit peu surnaturel, qu'on peut rechercher bien sûr. Ça c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces tonalités vertes, bleues, etc. C'est vrai que quand on peint, le paysagisme et tout, on a souvent tendance à partir, et moi le premier, hein, dans des tons ocre, dans des tons marrons, etc. Parce que c'est des tons très immersifs, c'est agréable à peindre et c'est facile. Mais effectivement, finalement, à part pour un super coucher de soleil ou à part s'il y a beaucoup de cendres dans l'atmosphère et tout, en général, les couleurs dans un paysage, c'est plutôt du vert, du bleu, et c'est sympa parce que ça donne des paysages plus frais et ça change un petit peu des fameux couchers de soleil que tout le monde a envie de faire et d'avoir. Alors là, on voit quelques petits croquis préparatoires et un truc qui est cool à savoir avec Éric Coppel, c'est que c'est un peintre qui peint que d'imagination, que sur le vif et tout, vraiment de façon très traditionnelle et tout. C'est pour ça que ces peintures, elles peuvent parfois, comparées à d'autres peintres comme je vais vous montrer après, elles peuvent parfois manquer un petit peu de réalisme, mais justement, ça fait partie de la démarche artistique aussi, de pas travailler avec plein de photos, etc. C'est vraiment un travail introspectif pendant la peinture, et ça, c'est vraiment sympa. Ce gars, il a vraiment une démarche artistique qui est assez pure, et que moi, j'aime beaucoup. Donc, il fait beaucoup de petits formats, mais il a fait aussi quelques formats vraiment, vraiment cow-boy, hein, vraiment gros. Ah, ça, c'est vraiment pas mal du tout, hein, regardez ça. Très très joli, ces arbres aussi, il fait des très beaux arbres. Très très bonne gestion des valeurs et tout. Bon, c'est un super peintre, hein, c'est un peintre accompli, Eric Coppel. Alors voyons voir un peu ça, le premier plan avec l'eau, ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très 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 difficile de faire des jolis premiers plans avec de l'eau. Et ça fait très Yosemite, c'est très beau. Le bleu dans le fond, il est un peu, il cartonne un petit peu, mais ça peut arriver d'avoir des journées comme ça, très très brillantes, où il y a beaucoup d'atmosphère et à la fois, il y a beaucoup de vapeur d'eau, et en fait, du coup, ça donne des lumières très très bleues avec la perspective atmosphérique. On voit ça typiquement quand vous allez dans des îles tropicales, en Asie, etc. C'est qu'en fait, vous êtes dans des îles, les îles, elles sont pas loin, ce que vous voyez, c'est pas loin, mais en fait, c'est tellement humide et c'est quand même tellement lumineux, effectivement, qu'on a des bleus comme ça, très très puissants, dans les objets qui sont un petit peu lointains, quoi. Donc en fait ça fonctionne, c'est assez réaliste même de faire des bleus comme ça qui peuvent paraître un peu trop punchy quoi. Et dans tous les cas la peinture elle marche, hein, c'est vraiment très beau. Donc ça c'est Eric Coppel, et pour finir avec ce cher monsieur, on va vous montrer une grosse toile qu'il a fait qui est dans un musée, je ne sais pas exactement où elle est. C'est à la Jackson Historical Society, je sais pas où c'est pour être honnête, mais effectivement c'est plutôt un gros format, donc un petit peu pareil, toujours, bon après c'est normal, on a tous un style et une redondance dans nos peintures, donc voilà. Là, sa grosse peinture c'est une forêt avec une montagne, une belle atmosphère, etc. Bon après c'est son univers à lui quoi. En tout cas c'est sympa, c'est vraiment un gros format, c'est assez cool et il a beaucoup de peinture là-bas, c'est assez chouette. Alors on a ça aussi, ça c'est c'est le Grand Canyon, c'est très 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 inspiré de Thomas Morand, hein, ce genre de, même les couleurs, etc. Lui il est vraiment, il suit les pas de la Hudson River School. Voilà, c'est clair et net, c'est complètement assumé de sa part, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Et regardez Thomas Morand, vous verrez que c'est quand même assez similaire. Donc vous voyez, hein, de nouveau, ce côté très tonaliste, apprenez à l'observer. Le tonalisme, c'est quand vous avez en fait toute la palette de la tonalité qui est utilisée. Vous voyez, on a des foncés quasiment noirs au premier plan et on a des clairs quasiment blancs sur le fond.
et ça donne un côté comme ça très contrasté, où les valeurs en fait prennent le pas, et la couleur est importante, mais reste on va dire un petit peu secondaire dans ce style de peinture. Donc ensuite on va continuer avec un de mes peintres préférés, et on va parler de monsieur Renato Musillo. Alors lui j'aime beaucoup, c'est peut-être mon peintre paysagiste préféré, il a un style incroyable, beaucoup plus réaliste, on rentre dans un type de peinture différent. Là, on est beaucoup plus proche du photoréaliste et on reste sur un peintre qui est un peintre tonaliste, qui met les valeurs en priorité avant la couleur, mais on est sur un degré de réalisme beaucoup plus élevé et à l'évidence, c'est du travail à base de photographie et on voit de suite la différence. Donc moi j'adore, ça personnellement cette peinture je la trouve absolument magnifique, le ciel qui est comme ça sur un genre de camailleux un petit peu gris avec quelques nuances de chaud et de froid dans les nuages, c'est vraiment extrêmement léger, c'est des nuances à mon avis qui sont plus obtenues par effet de transparence que par véritable couleur d'une certaine manière. Et le bas lui qui est fait en couleur mais qui est vraiment ultra maîtrisé. Et vous voyez un peintre comme ça, clairement sur sa palette il a clairement du noir quoi. Alors c'est pas sûr, hein, il pourrait faire 100, mais je vois pas très bien pourquoi il n'utiliserait pas du noir pour avoir des couleurs comme ça très ternes, très désaturées et en même temps très harmonieuses, ça fonctionne super bien. Regardez ces rouges en premier plan, ils sont magnifiques, tout est trop beau chez Renato, je suis ultra fan. Et pour moi, je sais qu'il y a d'autres peintres hyper forts là-dedans, mais pour moi, c'est le meilleur peintre de nuages. Voilà, il fait ce genre de peinture aussi. C'est toujours vraiment, c'est flirter avec le photoréalisme. Moi, je trouve qu'on voit que c'est une peinture, je trouve pas que ce soit photoréalisme fondamentalement. Bien sûr, il flirte avec le concept, hein. De toute façon, ce gars-là, c'est avant tout un bon photographe, hein, comme beaucoup de peintres. Mais il y a vraiment une vision, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ces peintures, j'aimerais beaucoup en avoir une dans ma collection. Et ce que j'adore surtout, c'est sa perspective au niveau des premiers plans. C'est toujours très paisible, il fait trop bien l'herbe, etc. Il est vraiment trop fort. Et je trouve qu'il a le bon dosage entre détailler beaucoup et en même temps laisser une part d'interprétation à ses pinceaux et tout, pour avoir vu quelques-unes de ses peintures, pas en vrai, mais sur des photos avec des hautes résolutions, on voit près. Il y a quand même pas mal je dirais, d'impressions et de figures de style. C'est pas seulement de la copie absolument littérale, comme on peut en voir de temps en temps. Donc il y a vraiment un travail d'interprétation dans son travail que j'aime beaucoup. Et là, de nouveau, on le voit, hein, ces couleurs très ternes comme ça, avec toujours cette super jolie perspective qui passe devant. C'est que de la nature, ça aussi c'est un truc que j'aime bien, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'animaux, et c'est vraiment de la nature nue dans son travail, c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Et ce monsieur qui est assez populaire, il fait beaucoup de petites peintures comme ça, mais il en fait plein d'autres, hein. Il fait plein de petites études en fait, qui les vend, après il les encadre et tout, voilà, tout bien, c'est son métier, hein, de toute façon. Mais c'est très sympa parce qu'il fait vraiment partie des artistes qui font plein d'études et après qui font des formats géants, des études qu'ils ont fait en petit. Et ça c'est un truc que j'aime bien, c'est une bonne habitude à avoir, et ça lui permet d'être productif et de s'amuser. Et pour moi, par-dessus tout, là où il est trop fort, c'est vraiment sur les nuages, quoi. Je trouve que ces nuages, ils ont pile ce qu'il faut de détails, pile ce qu'il faut de pas détails, c'est flou, c'est pas sur-détaillé. Il y a des artistes qui font des nuages trop bien faits, mais qui sont trop détaillés. Là, je trouve que ces nuages, ils sont vraiment parfaits. Vous voyez, autour des nuages, on voit que c'est flou. C'est vraiment sympa la façon dont ça se fond avec le fond qui est assez noir, etc. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui joue beaucoup avec ses doigts. Je pense qu'il peint beaucoup au doigt. Il me semble que c'est quelqu'un qui peint avec du liquin. Et si ça vous intéresse et que vous parlez anglais, il y a un interview que Andrew Tischler a donné de Renato Musillo où il parle un petit peu de son processus artistique, c'est assez intéressant. Alors ça, c'est une grande toile absolument incroyable. Regardez les nuages, enfin tout est bien fait, hein. Je veux dire, le premier plan est fou, mais les nuages, je les trouve vraiment plus que réussis, quoi. C'est absolument fou, quoi. Et c'est vraiment ça, en fait, vous voyez, la peinture comme ça, à son plus haut niveau, pour moi, c'est que c'est plus beau que la réalité, parce qu'en fait, ça fige un moment de la réalité où on a une impression, on a un sentiment, et on se dit, là, c'est vraiment magnifique ce que je vois. C'est ça, la beauté de la peinture, c'est quand on est capable de capter le sublime. Et ce que moi, j'appelle le sublime, c'est pas simplement une belle image, mais c'est un moment donné où on voit un paysage et on se dit, waouh, c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment plus une sensation qu'une photo. Par exemple, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui faites des randonnées. Et vous voyez, quand on part en rando pendant 1, 2, 3 jours, on se retrouve souvent à voir des endroits vraiment magnifiques et on prend une photo. Et sur le coup, on se dit, waouh, c'est trop beau cet endroit, je peux pas manquer ça, il faut que je claque une photo. Et en fait, après, quand on rentre de la rando, on regarde les photos. Et en fait, c'est toujours des photos de montagne comme d'autres, en fait. Les photos sont pas nécessairement magnifiques. Et c'est ça qui est capturé dans la peinture. C'est pas seulement l'image qu'on regarde, mais c'est plutôt cette sensation de
qu'on ressent quand on observe quelque chose de sublime en fait. Et moi c'est ça que j'adore dans la peinture comme ça, c'est parce qu'effectivement, peut-être que lui quand il a vu cet endroit, il a pris une photo et la photo était finalement un peu quelconque, mais après quand il l'a retranscrit en peinture, il a traduit en fait cette impression de beauté qui est plus une question de ressenti qu'une question objectivement visuelle. Alors bien sûr, parfois ça peut arriver qu'on ait tout simplement un paysage magnifique devant les yeux et qu'une photo suffise à faire la différence, mais je sais, pour l'avoir expérimenté, que très souvent on a juste une sensation de beauté, on prend une photo et finalement c'était pas si beau que ça en image, c'est plus un sentiment, et c'est ça qui est très difficile à retranscrire en peinture, et c'est pour ça que ces gens-là sont des grands artistes. Parce que c'est pas simplement bien fait techniquement, c'est aussi plus beau que la réalité finalement. Alors là c'est assez cool, on voit un petit premier plan, plutôt sympa, et vous voyez ce gars-là, regardez. Donc il peint là, c'est sur du bois, hein. Clairement c'est sur du bois qui a été préparé au rouleau, je dirais, puisqu'on voit une petite texture de rouleau, peut-être au pinceau, à voir. Et c'est sur du 8 sur 8, c'est du 8 pouces sur 8 pouces, donc ça fait 20 cm sur 20 cm, on est vraiment sur un petit format comme ça, et ce gars il fait beaucoup de petits formats, beaucoup d'études des couleurs et tout, et ça lui permet d'être très compétent. Donc là, on voit un petit peu son processus, en tout cas de cette peinture-là, parce que ce gars-là il a plusieurs processus différents. On voit qu'il a peint avec une peinture opaque et qu'ensuite il a peaufiné avec des glacis. Je sais que Renato Musillo, en général, il peint de façon opaque, et ensuite, dans un second temps, il vient recorriger, rajouter des couleurs et tout avec le glacis. Par exemple, si vous regardez dans le fond la lumière qu'il y a autour du soleil qui est un petit peu rose, qui se superpose au bleu, ça, à mon avis, c'est pas peint de façon directe. Il a fait d'abord un dégradé en bleu, sans doute avec un peu de blanc, il a fait la lumière, etc., avec un petit dégradé, peut-être un peu de jaune et tout. Et ensuite, il a placé un glacier un petit peu plus rose pour créer ce halo de lumière, mais c'était dans un second temps. Et je sais qu'il fait pas mal de trucs comme ça. Bon, j'en suis pas certain, c'est toujours très difficile de déduire, de faire des conclusions définitives sur des peintures sans les voir en vrai, mais ça paraît être pas déconnant. Et vous voyez, il a vraiment un rendu très très fin, hein. C'est vraiment très joli. Regardez ça, cette peinture, elle est minuscule. Elle est vraiment minuscule et elle est trop trop belle, quoi. Faudrait vraiment que je m'en achète une, un de ces quatre, parce que j'adore ces toiles. En plus, les petits formats comme ça, ils sont pas très très chers. Alors un truc que j'aime beaucoup avec Renato aussi, c'est la perspective. Donc en fait, ce monsieur, il a toujours ou une perspective puissante dans le ciel, ou une perspective puissante dans le premier plan, et en général, c'est dans le premier plan. Donc quand il peint, il fait bien en sorte qu'il y ait effectivement cette perspective qui vienne vers nous, et que le premier plan soit vraiment dynamique, et ça lui permet d'avoir des paysages qui sont pas plats, parce qu'il y a des lignes de force en fait dans ces paysages. Ça, c'est... Évidemment, c'est possible de l'imaginer, mais clairement, c'est aussi le résultat de la photographie, parce que c'est toujours plus difficile d'imaginer les perspectives dans les paysages plutôt que de les prendre en photo. Et là, vous voyez, on peut voir qu'il est en train de peindre sur une peinture sèche, et là, il est en train de passer des glacis. On va re-regarder ça, j'avais pas fait gaffe, mais là, il passe des glacis. Regardez, la peinture, là, elle est sèche. Il a un jus, un truc un petit peu liquide et un petit peu transparent à base de, je sais pas, de noir, de marron, de jaune. Allez savoir comment il a fait cette couleur, il y aurait plein de façons de faire la même couleur. Et ensuite, il va rajouter quelques glacis pour peaufiner ses valeurs. Et lui, il va vraiment chercher la cohérence dans les valeurs. C'est vraiment un tonaliste incroyable, ce mec. Et aussi, dans la netteté, vous avez vu, sur le contre-jour, là, on voit plein de petites lames d'herbe, en fait, qui se décollent de l'eau. Et derrière, en fait, toute la végétation, elle est contrastée, mais c'est tout flou. La gestion des flous et des nets chez Renato Musillo, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et il gère parfaitement bien la réflexion de l'eau aussi, regardez ça. Moi, ce que j'adore, c'est ça, là, c'est ces perspectives comme ça qui fait dans les premiers plans à chaque fois. Je suis toujours fasciné par ces perspectives. En fait, dans la peinture de paysage, c'est toujours très tentant de faire que des plans en 2D qui se superposent les uns aux autres, un petit peu comme cette toile là que vous êtes en train de voir. C'est joli, hein, c'est une petite étude, c'est sympa, mais il n'y a pas de perspective dans le premier plan, parce que bon, là c'est l'eau, il y a juste la flotte, et effectivement, du coup, ça fait juste une superposition en fait de plans 2D, c'est sympa, ça fonctionne, on peut faire de belles choses comme ça, mais là où le paysage, ça commence à devenir vraiment quelque chose d'incroyable, c'est justement quand on a une perspective qui est dessinée, qui est vraiment bien faite et qui donne l'impression qu'on peut rentrer dans la toile. Là, on arrive au niveau suivant, et ce monsieur arrive à le faire très très bien. Par exemple, voilà, un exemple, typiquement, voilà, ça marche super bien, c'est certainement une grosse rivière ou un truc comme ça, un gros fleuve chez lui. Ce gars, il maîtrise tellement bien la perspective atmosphérique, c'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, il fait aussi des dessins, très très bon en dessin, bien sûr, hein. De toute façon, bah, quand on a ce niveau de peinture, on ne peut être que bon en dessin. C'est vraiment du petit dessin,
typique en matière de paysage de l'Ouest canadien, c'est très très beau. Et c'est assez sympa, on voit quand on regarde de proche que c'est assez dégueulasse. Et à mon avis, c'est du graphite liquide, mais j'en suis pas sûr, mais du graphite avec de la flotte, parce qu'on a l'impression qu'il y a des coups de pinceau qui se baladent à droite à gauche, qui ont été gommés par la suite, ou je sais pas le procédé qu'il a utilisé, mais en tout cas, c'est pas du dessin, entre guillemets, que au crayon. Ça, c'est sûr qu'il y a du pinceau il y a du pinceau dans l'équation, quoi. Et ensuite, avec son estompe, il vient estomper un peu, peut-être pour étaler des grilles un peu plus floues, etc. Ce genre de truc, quoi. Ouais, ça c'est hyper beau aussi, regardez la puissance du vert dans la colline. C'est incroyable parce que quand on regarde cette peinture, je sais pas, vous me direz si ça vous a fait ça aussi, mais moi je regarde directement le haut avec les nuages. Et je me dis, purée, les nuages ils sont vraiment bien faits. Et je regarde vers le bas, je regarde vers le bas, et bah, on tombe sur la colline, et là elle est lumineuse, elle est belle, les verts sont incroyables. Pourtant c'est une palette, je pense vraiment qu'elle une palette qui est assez limitée hein, pour faire ce genre de peinture. Mais malgré tout c'est riche. En fait c'est riche parce qu'il y a tellement de nuances dans les valeurs, et il y a tellement de nuances dans les températures aussi, c'est subtil, mais au milieu on a du bleu qui est un petit peu plus comme du bleu de cobalt. Au-dessus on a un petit peu plus du violet, en dessous c'est un peu plus outre-mer. Là on a un petit peu plus de violet aussi sur la droite. Quand on monte, on va arriver au niveau de la lumière dans des températures un petit peu plus chaudes, donc il va y avoir peut-être un petit peu de jaune oxyde, ou peut-être un petit peu d'ocre à l'intérieur de la pâte à voir, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des changements de température qui sont présents, très très subtils, très 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 bien dosés. Vous voyez tout à l'heure, dans les ciels de Eric Coppel, je ne veux pas trop faire de comparaison parce qu'ils ont des styles vraiment très très différents et les deux sont de très bons peintres. Mais dans le ciel d'Eric Coppel, on voyait, parce que c'est beaucoup d'utilisation de glacis et tout, qu'au bout d'un moment, ça fait un genre de marbrure de couleurs qui sont finalement assez vives et ça devient un petit peu bordélique. Ça fait un ciel, là il y a du vert, là il y a du rouge, là il y a du rose, on comprend plus très bien. Alors qu'avec Renato Musilo, c'est toujours très très concis dans les couleurs. À la fois c'est très maîtrisé parce qu'il y a beaucoup de variations très subtiles, mais quand on regarde au premier abord, on a l'impression que en fait c'est assez pas monochrome, mais un petit peu. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais en fait, c'est faux. C'est pas monochromatique. C'est juste très subtil. Et moi c'est ça que j'adore perso avec ce gars. Waouh, regardez ça. Bon, je vais pas en mettre 10 milliards parce que moi, franchement, je pourrais passer toute la journée à regarder les peintures de Renato. C'est vraiment. À chaque fois que je le regarde, je me dis que c'est mon paysagiste préféré, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. C'est incroyable. La peinture, elle est minuscule, mais elle est tellement jolie, c'est fou, quoi. C'est vraiment la maîtrise, c'est la maîtrise des valeurs, plus la maîtrise des couleurs, plus la maîtrise des contrastes, c'est-à-dire des contrastes qui sont flous dans le ciel, des contrastes moins flous sur l'horizon, pas de détails, vraiment très 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 peu détaillé sur le fond en fait finalement, et plus on se rapproche et plus ça va être détaillé évidemment. Et même quand c'est très détaillé, c'est beaucoup d'impressions de pinceau finalement, vous voyez, c'est beaucoup de traces de pinceau, c'est vraiment une recherche de texture, il n'y a pas de dessin littéral à proprement parler, comme d'autres peintres qui vont passer littéralement 10 heures à faire chaque petit brin d'herbe individuellement. Moi, je préfère ce style-là où il y a quand même un petit peu d'expressivité personnellement. Ah voilà, là on voit un petit peu du processus. Bon, vous voyez, hein, il a clairement... c'est de la peinture assez directe hein, finalement. Je pense qu'il a mis une base de couleur très 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 rapidement à la base. Et ensuite, puisque là il met la main sur le verre, ça veut dire que le verre est sec. Et ensuite il repasse une seconde couche de détail. Mais je sais qu'il y a d'autres peintures où il fait juste directement tout parfait d'un coup. Il y a d'autres peintures où il va y aller un peu plus un petit peu plus en la vie, ce genre de truc. C'est un petit peu... c'est des peintres comme ça qui ont des niveaux en fait qui leur permettent de tout pouvoir faire. Il n'y a pas que du glacis, il n'y a pas que de la pâte pleine, il y a pas... ça dépend des fois. C'est des peintres qui peuvent un petit peu tout faire. Voilà, une autre peinture en cours de route, on voit aussi hein, que c'est sec en dessous, sinon il ne toucherait pas comme ça. Donc là, de la même manière, en fait, il a dû faire une couche, et en fait, par-dessus, il va pouvoir recouvrir, faire du glacis, faire c'est juste ce qu'il a envie de faire pour avancer, et il n'aura pas besoin de recouvrir le canvas à 100%, parce que vu qu'il a déjà une base de couleur, cette base de couleur va transparaître au fur et à mesure, et ça lui permet de faire une peinture parfaite en, je dirais, 2 couches, plus quelques petites corrections, ou quelques petits glacis, quoi. Donc sûrement 3 couches en vrai. Mais je pense que c'est 2 couches sur l'ensemble de la peinture, plus des additions ici et là. Donc je pense que c'est 2 ou 3 couches. Mais encore une fois, je l'ai vu travailler sur des peintures où il faisait tout parfaitement à la première couche, quoi. Alors regarde ça, vite fait, regardez comme c'est sympa. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'effet de perspective. Là, il n'y a pas de perspective. En fait, il y en a une, elle est subtile, mais je veux dire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ligne, etc. Mais on voit quand même hein, vraiment les lignes de fuite qui viennent vers nous. Chaque fleur devient de plus en plus grosse au fur et à mesure qu'elle s'approche du point d'observation. Et en fait, la perspective, on la ressent avec cette forme en S comme ça qui vient de derrière, qui vient par ici, qui revient vers nous, tac, 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 comme ça. Et là aussi, sur le tout devant, comme ça, on voit que là, il y a un espace où il n'y a pas beaucoup de fleurs ici. Et ça permet de rentrer dans la peinture, de rentrer dans la composition comme ça, par la droite de la peinture, et puis de faire le tour comme ça, avec ce chemin un petit peu rouge qui nous guide, en fait,
vers ce petit bosquet d'arbres assez foncé, on passe derrière, on va sur ce petit arbre et ensuite on va dans les collines. Vous voyez, tout ça c'est de la compo. Là, évidemment, Renato Musillo, c'est un très bon photographe. Il y a pas de doute sur le fait que ses peintures soient faites à base de photos. Ça veut pas dire que ce soit de la copie de photos pure. Je pense pas du tout qu'il s'amuse à prendre une photo et à la recopier littéralement. De toute façon, c'est pas ça. Donc je pense qu'il a plusieurs photos, qu'il fait des croquis préparatoires, etc. Et en fait, qu'il fait la synthèse de plusieurs images dans une seule peinture. Peut-être par exemple les couleurs d'une image avec les fleurs d'une autre image, la perspective, le contexte de perspective de 3D, etc. d'une autre image, peut-être les arbres piqués sur celle-ci, etc. Et en fait, il fait sa petite tambouille, il fait sa petite soupe, et faut être honnête, il le fait parfaitement bien. Bon, je voulais vous montrer un troisième artiste, mais à mon avis, deux, ça suffit. On fera d'autres vidéos comme ça. Je trouve que c'est super sympa, super intéressant d'observer un petit peu ces gars-là, et de vous en parler aussi, évidemment. Si vous avez des suggestions d'artistes, mettez-les en commentaire, ou alors vous m'envoyez des liens sur Instagram, ça marche aussi. N'oubliez pas le premier lien pour avoir une réduction sur les formations. Pour les têtes à facettes, il n'y en a plus, c'est terminé pour le moment, j'en aurai de nouveau dans quelques mois, donc pas de panique. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine.